Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, une question qui m'a été posée des dizaines de fois par l'intermédiaire de mails privés, encore une fois, ou sur les forums, ou dans la vie réelle. En effet, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire de musicien, je joue dans un groupe qui s'appelle Days of Samara, et nous sommes 4 musiciens sur scène, anciennement 5, et pourtant, pour ceux qui nous ont déjà vus en concert, eh bien, on entend des instruments joués qui ne sont joués par personne. Nous jouons avec un batteur, un bassiste, un guitariste et une chanteuse, et pourtant nous avons dans nos lives des sons de piano, des sons de violon, des sons de clavier, sans qu'aucun instrumentiste humain et réel ne soit sur scène pour générer ces instruments. Alors, mais c'est une pratique assez fortement répandue actuellement. En fait, nous utilisons des séquences préenregistrées pour enrichir notre instrumentation live de sons supplémentaires dont nous n'avons pas trouvé de membres en quantité suffisante pour pouvoir être reproduits sur scène. C'est un concept que beaucoup de groupes professionnels et même maintenant amateurs réalisent sur scène pour vraiment donner une dimension supplémentaire. Alors, qu'est-ce que ça implique en réalité ? Mais finalement, pas grand-chose. Tout simplement, on lance des séquences et on joue par-dessus ces séquences. La seule petite implication difficile, même si avec les années, moi je ne considère plus ça comme une difficulté, mais certains batteurs penseront différemment, c'est que, eh bien, au moins l'un des membres du groupe, et idéalement le batteur, eh bien, est soumis à suivre un clic, un métronome, ou une tempo map, en tout cas un fichier de référence temporelle, qui lui permet de garder la synchronisation avec les bandes playback qui sont diffusées en cours de concert. Nous allons voir dans quelques instants que nous pouvons faire ce setup de façon très simple, comme beaucoup de groupes l'utilisent, à savoir avec un setup en 2 pistes, une piste réservée aux séquences et une piste réservée aux batteurs, mais il est possible, en fonction du matériel, de ses envies et de ses ambitions, d'aller beaucoup plus loin dans le concept. Alors, d'un point de vue matériel, je n'entrerai pas trop dans les détails dans ce tutoriel parce qu'il y a énormément de façons de procéder différentes. Chaque groupe, chaque producteur live a un petit peu sa marotte et sa manière de faire. Moi, je vais vous présenter ici la solution la plus basique. Je ne vais pas entrer dans les branchements parce qu'il y a énormément de façons de faire. Je vous donne juste les clés pour finalement gérer toute la partie software dans Reaper, et le hardware, je vous laisse donc à votre bon choix. Cependant, nous allons avoir quand même besoin d'un minimum. Quel est ce minimum ? Eh bien sûr, le logiciel Reaper que nous allons télécharger ici. Dans mon cas, la version Windows. Je lance déjà le download. Voilà. Nous allons avoir besoin des extensions SWS que nous allons télécharger également pour notre version de notre OS. Nous allons avoir besoin d'une configuration que vous trouverez dans la description de ce tutoriel, configuration que je vous montrerai comment installer dans quelques instants, et vous aurez besoin, pour réaliser et profiter pleinement de ce système, d'une interface audio comportant idéalement au moins 4 sorties différentes. 4 sorties indépendantes. Donc au moins 4 bus mono ou 2 bus stéréo complètement indépendantes. Alors comment faire vos recherches ? Eh bien regardez ici. J'ai utilisé les filtres du site Thomann et j'ai coché finalement toutes les possibilités d'interface audio. Ici je ne suis que dans les USB, bien sûr il y a des autres types de connectiques, mais je n'ai choisi que les USB, où le deuxième chiffre est supérieur à 2. Et Thomann, dans sa grande générosité, me propose alors tout un tas de produits différents qui proposent ce minimum pour être utilisés. La solution la moins chère à mes yeux est celle-ci, la Behringer UMC 404 HD, qui propose donc bien 4 sorties différentes, ici, et également une sortie casque, ici, que vous pouvez, grâce à ce bouton,
eh bien, activer en écoute de cette paire de sorties ou de cette paire de sorties. Donc si vous avez ce genre de matériel, comment vous allez vous brancher ? Eh bien la façon la plus simple, c'est d'envoyer dans Reaper, sur les sorties 1 et 2, les séquences par exemple, et sur les sorties 3 et 4, le clic. Les sorties 1 et 2 vont alors partir avec des jacks vers 2 boîtiers DI directement dans la table de mixage de l'ingénieur du son qui s'occupe de la façade, et les sorties 3 et 4 vont soit être routées vers la sortie casque de la carte son, et le batteur branche donc son casque dans la carte son, ou alors on pouvait très bien également sortir les sorties 3 et 4 également vers la console de mixage. L'ingénieur du son veillera à ne pas envoyer ce signal dans la façade et uniquement dans le retour casque du batteur. Bien évidemment, ça implique au batteur de jouer en casque ou en in-ears pour ne pas que le clic soit audible sur scène. L'avantage de passer par la console, c'est que si un autre membre du groupe joue en in-ears, comme par exemple le chanteur, il peut également profiter du clic. Les séquences, quant à elles, peuvent être traitées également tout à fait comme un synthé et donc peuvent être entendues dans les retours et bien entendu dans la façade. Alors il y a d'autres solutions, la moins chère mais qui a une certaine limitation, eh bien c'est de se passer complètement de carte son et d'utiliser finalement la carte son même du PC en branchant ce type de jack, donc qui est un splitter ici, mini jack, que vous pouvez brancher dans la sortie casque du laptop, qui va vous scinder le signal en deux, le canal de gauche vers une sortie et le canal de droite vers l'autre sortie. Et donc dans Reaper, vous verrez un petit peu tout à l'heure quand on parlera des affectations, eh bien vous pourriez très bien envoyer le clic en mono dans le canal de gauche, ou la sortie 1, enfin peu importe, et les séquences, mais qui dans ce cas-là doivent être exclusivement mono, dans le canal droit, et avoir alors un split du signal malgré une seule sortie stéréo. D'autres solutions plus professionnelles et plus stables et permettant beaucoup plus de choses existent également. Personnellement, j'utilise ce type d'interface audio, non seulement parce qu'elle se fait complètement oublier, que c'est rock solide, que ça ne plante jamais, mais également parce qu'il y a plusieurs possibilités de sortie, et elle me permet également de gérer via le Total Mix FX, en plus des séquences, les mix de retour in-ears de chacun des musiciens. D'autres solutions existent, comme par exemple la très connue Behringer X32, que l'on commence à rencontrer absolument partout en termes de consoles de mixage de retour pour les groupes en tournée. Beaucoup de groupes utilisent cette console en rack à l'aide d'un système de splitter pour pouvoir gérer le retour eux-mêmes sans avoir besoin d'un ingénieur dédié spécifiquement au monitoring sur scène, et celle-ci peut servir d'interface audio et possède très largement le nombre de canaux qu'il faut pour pouvoir être connecté à Reaper et envoyer certains canaux depuis des séquences préenregistrées. Donc voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons maintenant installer Reaper. Alors pour ce faire, je vous conseille très fortement de réaliser une installation portable. Alors, évidemment, ceux qui n'utilisent pas Reaper, qui ont un autre DAW, Cubase, Pro Tools, peu importe, peuvent bien entendu l'installer en version native, classique, vu que ça ne va pas perturber une éventuelle installation déjà présente. Pour ceux qui utilisent déjà Reaper, je les invite très fortement à séparer les procédés. Reaper vous permet d'être installé en portable et donc vous pouvez avoir autant d'installations portables que vous le souhaitez sur la même machine. Et donc, si vous utilisez votre machine en live identique à celle que vous utilisez en studio, donc votre ordinateur, c'est le même laptop, je vous invite fortement à faire une installation portable. Ce que je vais faire, donc je vais créer ici sur mon bureau, moi, un nouveau projet que je vais appeler par exemple Reaper pour live séquence. Voilà. Je vais lancer l'installation de Reaper 6.03. Je vais donc choisir une installation portable. Je vais browser
jusqu'à retrouver mon dossier Reaper pour Live Séquence, dossier qui peut bien sûr être sur une clé USB ou un disque dur externe. Je clique sur OK, je clique sur Next, je lance l'installation. Je lance également l'installation des extensions SWS. Je vais spécifier le même dossier d'installation ici. Je lance l'installation et voilà. Je lance l'installation de Reaper est maintenant terminée, donc je peux le lancer. Je clique sur oui. Il va me faire un scan de tous mes plugins. Le scan des plugins est maintenant terminé. Reaper est installé. Il me reste une dernière étape. Pour l'instant, je vais cliquer ici sur non. Je ne veux pas encore spécifier de driver audio. Vous allez voir pourquoi. Ce que je vais faire, c'est aller dans les options, préférences, import configuration, et je vais choisir la configuration que j'ai donc téléchargée via le lien que je vous ai donné en description, qui s'appelle Reashow. Je clique sur ouvrir, je clique sur OK. Reaper m'ouvre donc cette fenêtre. Une fois que le bouton import s'est allumé, je peux maintenant cliquer sur import et il me charge donc la nouvelle configuration. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez bien entendu importer une clé de licence, même si celle-ci n'est pas forcément obligatoire. Voilà à quoi ressemble l'interface, qui est en fait la version de base de Reaper à laquelle j'ai implémenté certaines actions spécifiques à l'objectif que nous nous sommes fixés, tout en gardant toutes les bases essentielles de Reaper. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons devoir configurer notre matériel. Pour ce faire, nous allons aller dans Options, Préférences, et nous allons solliciter ici les Audio Device et choisir notre système audio, en l'occurrence ici pour moi un système ASIO, avec ici, pour les biens de cette vidéo, je vais utiliser cette interface USB, je mets disponible toutes les entrées possibles et je mets disponible toutes les sorties possibles. Je clique ensuite sur OK. Mon Reaper est maintenant prêt à être utilisé. Alors nous allons parcourir très rapidement cette configuration taillée pour ce genre d'objectif qui se dérive finalement en trois fenêtres principales. La fenêtre ici que vous avez à l'écran est la fenêtre Setup qui va vous permettre de placer, de préparer vos séquences et les diviser en différentes chansons. La deuxième partie sera la playlist qui vous permettra d'établir l'ordre de vos chansons dans lequel vous voulez jouer votre concert. Et la dernière partie est la partie show qui va vous permettre, comme vous l'avez compris, de lancer le concert, enfin l'utilisation principale du concert. Je vais donc revenir sur la page Setup et je vais commencer à créer ma session. Alors, je fais un rapide tour du propriétaire. Si jamais vous n'avez pas à l'écran ici, vous pouvez toujours utiliser Blank Project ici pour générer une nouvelle, un nouveau template préétabli de base. Donc, de quoi est contenu ce template ? Bien, une piste réservée aux éventuelles pistes MIDI. En effet, grâce à ce séquençage, on peut importer des fichiers MIDI pour générer des switches, des pédales switch sur des pédaliers de guitare, générer des switches sur un clavier, générer des lights, enfin tout ce que le MIDI peut permettre de faire. Nous pouvons donc le réaliser ici sur une base de timeline. Une piste dédiée éventuellement à la vidéo si jamais vous voulez projeter de la vidéo en synchronisation avec votre live. Deux pistes qui vont donc être principalement dirigées et destinées aux clics ou aux instructions, donc des signaux qui ne passeront que dans le casque ou le in-ears du batteur ou des musiciens qui utilisent le clic. 4 pistes réservées à accueillir des éventuelles séquences, et donc tout le cœur de l'intérêt de la chose, et une piste de key ducking que nous verrons un petit peu plus tard en détail. Alors, une chose impérative lorsque vous utilisez ce genre de concept,
il faut impérativement que vous prépariez vos fichiers dans Reaper, dans votre autre session de Reaper ou dans votre DAW favori, de la façon suivante. Chaque fichier, qu'il soit MIDI, vidéo, audio, doit avoir le même point de départ et la même point d'arrivée. En gros, votre clic doit être parfaitement synchronisé en lecture avec vos séquences et avec vos éventuels fichiers vidéo et MIDI. C'est impératif pour pouvoir évidemment avoir une synchronisation parfaite entre ce que le batteur va entendre, donc là sa référence rythmique, et ce qui va être joué pour le public et les éventuels signaux MIDI. J'ai donc préparé ici très rapidement un dossier que j'ai baptisé Stems, dans lequel j'ai mis des séquences provenant de mon groupe. Et si comme moi vous aimez l'ordre, eh bien vous pouvez d'emblée utiliser systématiquement toujours le même dossier pour enregistrer, exporter vos séquences depuis votre DAW favori. Et comme vous utilisez toujours le même dossier, eh bien vous pouvez cliquer droit et l'ajouter à la liste des raccourcis. Ainsi, lors de vos ultérieures utilisations, eh bien, vous retrouvez directement votre dossier très facilement. Je vais donc ici choisir les pistes provenant de la première chanson. J'ai donc un clic et 2 fichiers de séquence. Eh bien, je vais tout simplement importer celles-ci dans la session en les glissant-déposant. Je vais les tasser à fond vers la gauche. Voilà qui est fait. Je clique bien sur pistes séparées. Alors, grâce à l'aide du glisser droit de souris, je vais sélectionner les 2 pistes ici qui sont des stems de séquence et je vais utiliser le bouton 2 du pavé numérique pour les descendre sur les bonnes pistes. La piste clic, quant à elle, est bien déjà placée sur la piste de click track. Alors, je vais tout sélectionner et bien m'assurer de bien tout tasser à gauche. Voilà qui est fait. Et je vais maintenant créer une chanson. Donc comment créer une chanson ? Eh bien je vais utiliser ma souris ici pour faire un glisser et tracer une sélection temporelle. Je peux utiliser éventuellement le grid et le snapping pour pouvoir être soumis à une éventuelle grille si jamais le besoin en est. Ou vous pouvez malgré tout utiliser le snapping sans utiliser la grille pour pouvoir utiliser les bords d'items comme point d'ancrage. À l'aide de la molette de souris, vous pouvez zoomer pour être plus fin dans vos déplacements. Je place donc la fin de la zone temporelle sur la fin de mon fichier, ou en tout cas là où je veux que ma chanson se termine, et je fais pareil. Donc je peux me déplacer de gauche à droite en maintenant le rouleur à l'aide du bouton gauche de la souris, et je vais zoomer ici à gauche également, pour m'assurer que ma sélection temporelle démarre bien au début de ma session. Une fois que ma session temporelle est bien définie, je clique sur Create Song et je baptise donc ma chanson qui s'appelle Eileen. Alors ici, dans le template que je vous ai donné, le routing est prédéfini. Quel est ce routing ? Eh bien, si on ouvre la matrice de routing, eh bien, on se rend compte que ma click track est routée vers les sorties 3 et 4 de mon hardware, tandis que toutes mes pistes de séquence sont routées vers le sortie 1, 2 de mon hardware. Si dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, eh bien, vous n'utilisez que du mono, eh bien, vous pourriez très bien envoyer le clic, ici le DDT, l'envoyer dans le canal de gauche, et les séquences, je maintiens Alt pour les enlever, uniquement dans le canal de droite. Vous pouvez donc réaliser votre routing à l'aide de cette matrice de routing exactement comme vous le souhaitez. Donc vous avez ici les paires stéréo et ici les bus mono. Donc je vais donc ici, pour les besoins de ce tutoriel, inverser le processus. Donc je vais donc envoyer le click track vers les sorties 1 et 2 et les séquences vers les sorties 3 et 4. Voilà qui est fait. J'ai donc une première chanson qui est créée et je vais maintenant pouvoir en créer une deuxième. Donc je place mon marqueur à la fin, je vais aller chercher d'autres séquences et je vais les glisser plus loin dans la timeline et je peux même les
placé directement à la fin de l'autre. Je procède en piste séparée, je descends à l'aide du bouton 8 ou 2 du pavé numérique le clic ou les séquences sur les pistes en question. J'ai un petit bouton ici, on constate que le clic n'est pas du tout au même volume d'un item à l'autre. J'ai un bouton ici qui me permet d'ajuster le gain des items. Et je peux donc maintenant créer une deuxième chanson. Je place mon début, je place ma fin et je clique sur Create Song que je baptise ici Let's Dance. Alors, vous avez maintenant compris comment créer une chanson. Je ne vais pas répéter le processus et je vais donc moi personnellement simplement fausser le jeu en imaginant que j'ai plusieurs chansons dans l'arrangement, en simplement dupliquant mes chansons ici, en maintenant contrôle et en dupliquant les marqueurs. Et je vais donner des faux noms aux chansons pour pouvoir simuler ce que nous allons voir par la suite. Voilà. Il y a plusieurs outils à disposition dans la fenêtre que je vais rapidement passer en revue. En effet, grâce à cette fonction, vous avez la possibilité, dans la fenêtre ici, Loudness, de normaliser tous vos items à un même niveau commun. Exemple, si je lance ici l'analyse des items sélectionnés, je ne vais sélectionner que ces deux-ci pour gagner du temps d'analyse, eh bien Reaper m'indique un volume en LUFS, en loudness, de moins 27 LUFS pour la séquence ici, et moins 23,8 LUFS pour la suivante. Et je peux, via un clic droit, les normaliser soit à moins 23 LUFS, soit à une autre valeur que je choisirai. Et ainsi, après réalisation, eh bien j'ai la certitude que ces séquences sont bel et bien au même volume et vont être perçues au même volume par le public. Autre point, j'ai la possibilité ici, je vais zoomer très fort, alors je vais écouter. J'ai la possibilité ici de mettre des lyrics markers. En effet, si je clique ici sur lyrics marker, je place un marqueur à l'endroit de la timeline que je veux et cette fenêtre de notes se met en lien et je peux taper le texte qui va être chanté à ce moment-là de la chanson. Donc je ne sais plus exactement, c'est Sorry Eileen, voilà. La chanson avance, je place un autre lyrics marker sur lequel je place for what we did, je crois, peu importe. Et vous pouvez bien constater alors que ici dans cette fenêtre que nous retrouverons dans la fenêtre show, eh bien les paroles s'affichent en fonction du marqueur en lecture. Voilà donc pour les outils principaux. Et vous avez également la possibilité de dupliquer une piste. Si jamais vous n'avez pas assez de pistes de MIDI, de vidéo, de click-track, eh bien vous sélectionnez simplement la piste que vous voulez dupliquer et vous lancez la duplication. Alors, je reviens un petit instant sur le routing pour ceux qui voudraient dupliquer le nombre de pistes. Il vous est tout à fait possible, si votre matériel hardware vous le permet, eh bien d'envoyer cette piste de séquence sur une sortie, par exemple la 3-4, et la piste suivante sur une autre paire de sorties, par exemple 5 et 6, etc. La limite effective n'est donnée que finalement par vos possibilités hardware. Et vous pouvez donc envoyer à votre ingé son, plutôt qu'un mix complet entre ici les claviers et les cordes, eh bien vous pourriez très bien envoyer une piste exclusivement clavier et une piste exclusivement corde, et pourquoi pas une piste exclusivement guitare et une autre piste exclusivement boîte à rythme. Voilà. La piste instruction n'est pas forcément utile. Elle sert à quoi ? Eh bien, certains batteurs comme moi qui ont parfois beaucoup de chansons à apprendre en très peu de temps et on rentre vite dans la confusion, ont parfois besoin de repères
autre que le clic, et donc vous pouvez ici placer des fichiers où il y a une instruction donnée au batteur ou à n'importe quel musicien finalement. Attention, on va arriver dans 4 mesures au roulement, ou attention, dans 4 mesures changement de signature rythmique, on passe de 4/4 en 6/8. Voilà, des petites instructions que finalement il n'y a que le batteur ou le musicien qui a le clic dans le casque qui entendra, qui pourront l'aider lors de sa prestation à ne pas oublier certains aspects importants de la chanson. Autre point également, il est possible d'utiliser la piste de ducking. Alors, quel est ce concept de ducking ? C'est un concept qui est aussi assez fréquemment utilisé maintenant par les groupes professionnels. Alors ici, je ne veux pas entrer dans un débat de c'est bien, c'est pas bien. Déjà, le fait de jouer sur séquence, certains trouvent ça pas vrai, pas respectueux, enfin peu importe, chacun a ses limites, je ne suis pas là pour débattre. Et il y a aussi une autre façon de générer les séquences, c'est d'avoir des pistes backup qui prennent le relais en cas de pépin sur scène. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien ça fonctionne grâce au ducking. Imaginons que mon guitariste joue et j'ai dans mon arrangement ici une piste de guitare. Je vais le simuler simplement en descendant. Imaginons qu'ici donc, il y a le signal de la guitare préenregistrée, joué normalement en live par le guitariste. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est ici, vous constatez que sur la piste est déjà prévu un compresseur que j'ai baptisé Ducker, qui là actuellement ne fait rien parce que l'input est basé sur une entrée auxiliaire. Donc si je joue la piste normalement, eh bien là elle va être lue correctement. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le ducking, le sidechain, une fonction sidechain du compresseur, pour envoyer cette piste via le bouton rating vers le compresseur. Donc vous voyez que je viens de faire un envoi du signal audio 1-2 vers le signal 3/4. Eh bien, si je mets cette piste en monitoring et que je choisis l'entrée où le guitariste se branche réellement en physique, et que je configure mon compresseur de façon très agressive, eh bien, que va-t-il se passer lorsque la séquence va être jouée ? Le guitariste envoyant du signal dans cette piste, le signal de la piste va provoquer une réduction quasiment infinie du signal préenregistré, et donc le fichier finalement sur cette piste ne sera pas lu. Par contre, si le guitariste arrête de jouer parce qu'il casse une corde ou parce qu'il se plante ou parce que peu importe, eh bien le compresseur arrête de faire son travail et le playback reprend le relais. Donc voilà, c'est une façon simple, très souvent utilisée. Je ne veux pas lancer le débat, mais pour faire pas mal de régie live et rencontrer pas mal de groupes, c'est une technique qui est assez souvent utilisée, notamment pour les chanteurs et les guitaristes et les bassistes. Ça sert de vue de sortie de secours pour ne pas avoir un morceau qui est complètement annihilé parce qu'il y a eu un problème technique. Si le chanteur, à un moment son micro déconne, eh bien plutôt que d'avoir le morceau qui s'arrête, eh bien la voix playback reprend le relais. Si le guitariste pète une corde, eh bien le morceau peut continuer, on ne doit pas s'arrêter ou on ne doit pas commencer à stresser. Le guitariste achève son morceau en gratouillant, et même si c'est plus son son à lui, c'est un son playback qui passe et le show peut continuer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bien entendu, si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de technique, vous supprimez simplement la piste, vous supprimez le compresseur et vous oubliez tout. Mais sachez que c'est une technique qui peut très bien être utilisée. Voilà pour toute la partie setup. On va maintenant passer à la partie arrangement, je vais dire affectation de l'ordre dans lequel vous voulez jouer les chansons pour votre concert du soir. Avant ceci, j'ai oublié de mentionner que dans les paramètres du projet, vous pouvez bien sûr définir ici la sample rate du projet et éventuellement un tempo général. Je vais donc switcher, je vais passer maintenant en mode playlist qui va m'ouvrir cette configuration d'écran qui va me permettre de réordonner les chansons dans lesquelles je veux que le concert se déroule finalement. Donc ici j'ai
insérer la chanson 1, la chanson 2, la chanson 3, la chanson 4, et je me dis que ce soir, peut-être la chanson 2, j'ai pas envie de la jouer en deuxième position, j'ai envie de la jouer après. Eh bien, je peux simplement utiliser ces marqueurs ici pour réaffecter, comme je le souhaite, l'ordre des chansons. Voilà, il suffit de glisser-déposer les chansons dans l'ordre finalement que vous voulez jouer lors de votre prestation. Le dernier onglet est l'onglet Show, qui vous permet de simplement lancer la magie. Donc vous avez accès au fader au cas où votre ingénieur du son vous demanderait d'éventuellement baisser les gains d'une certaine piste, ou si le batteur il a envie de plus de clics ou moins de clics, il a un accès direct aux faders qui sont très visibles dans cette fenêtre. Et vous avez ici là en bas la boîte à outils principale qui vous permet, ici si je lance le bouton 1, la chanson 1 se lance. Je peux stopper, je peux lancer la chanson 2. Alors, évidemment, il y a autant de boutons que de chansons possibles. Il n'y en a que 25 et je vous montrerai un peu plus tard comment on peut ajouter éventuellement plus de chansons dans l'arrangement. Il y a d'autres boutons. Celui-ci vous permet d'afficher l'écran vidéo que vous pouvez bien entendu placer sur un autre écran si jamais vous voulez diffuser de la vidéo en direct. Et vous avez la fameuse lyrics screen que vous pouvez également placer sur un autre écran si votre chanteur aurait besoin d'un éventuel prompteur. Deux options. Alors pour ici, juste pour les biens de ce tutoriel, je vais revenir en mode setup et je vais raccourcir virtuellement la longueur de mes chansons, juste pour qu'on ne doive pas attendre 3 minutes 30 pour chaque fois voir ce qui se passe. Donc imaginons que mes chansons soient aussi courtes que ça. Voilà. Je reviens dans le mode Show. Et j'ai donc deux boutons ici qui me servent. Le premier, c'est l'autostop, ce qui veut dire que si il est activé, voilà, ici, si je lance la chanson 1, sans que je ne fasse rien, Reaper s'arrête automatiquement à la fin de la région définie par la chanson 1. Si l'autostop n'est pas actif, la lecture continue son cours naturellement et passe donc à la chanson suivante. L'autre option, c'est l'option du Smooth Seek. Alors je vais encore raccourcir ici dans l'onglet Setup un petit peu cette longueur ici, voilà, pour que ce soit encore moins long à attendre, voilà, comme ceci. Je reviens en mode show. Et donc le Smooth Seek, que me permet-il de faire ? Si je lance la chanson 1 et que pendant la chanson 1 je lance la chanson 2, il va attendre la fin de la chanson 1 pour envoyer la chanson 2. Si je reclique ici sur Song 1, il me renvoie à la chanson 1 mais attend que la chanson 2 soit finie avant de commencer la chanson 1. Et voilà. Si le Smooth Seek n'est pas activé, bien entendu, si je lance ma Song 1 et que je lance ensuite ma Song 3, il n'attend pas, il l'envoie directement. Le bouton ici, Stop, vous permet de stopper
la lecture à tout moment, avec ou sans autostop, avec SmoothSync ou sans. C'est vraiment le stop d'urgence. Si jamais il y a une perte de synchro, eh bien le batteur peut très vite appuyer sur le bouton stop ou affecter un raccourci clavier à cette action pour vraiment stopper directement. Donc la lecture s'arrête, vous pouvez continuer le morceau sans les séquences, mais au moins il n'y a pas une désynchronisation. Et vous avez ici un bouton qui sert à sauver l'état de de l'écran. Si peut-être vous voulez que le mixeur soit un peu plus petit, que cette barre à outils soit un peu plus grande, ou que ici soit un peu plus large, ou que vous ne vouliez pas éventuellement pas de la fenêtre performance, eh bien vous setupez la page comme vous le voulez et vous cliquez alors sur Save Screen Set, et lors de vos prochaines utilisations, eh bien vous êtes sûr de récupérer toujours le même visuel. Pareil ici, dans le mode Setup, eh bien, si vous n'avez pas besoin de la fenêtre Note ou de la fenêtre de vidéo, par exemple, vous pouvez les couper et ressauver l'état de la page Setup dans l'état que vous souhaitez. Bien entendu, le reste des boutons est assez classique. Vous avez donc ici la possibilité d'activer ou désactiver le grid, activer ou désactiver le magnétisme à la grille ou aux objets, charger un projet, sauver le projet, la configuration du projet, undo, redo, un crossfade automatique si besoin en est, et le groupement des items si jamais le besoin vous en dit. Le bouton ici sert à locker la session, et il vous est donc impossible de faire quoi que ce soit sur les items si jamais vous ne voulez pas provoquer d'accident. Il est à noter que lorsque vous passez en mode show, de toute façon, le locking est activé par défaut, et il vous est donc impossible de déplacer le contenu des items ou même le début ou la fin des chansons ou quoi que ce soit dans l'arrangement. Finalement, vous ne savez vraiment que utiliser les faders et les boutons, et vous ne pouvez plus rien changer dans votre arrangement parce que le locking se met automatiquement en route dans ce mode show. Si je reviens en mode setup, constatez que le locking se laisse aller. Dernier point, comment avoir plus de 25 chansons dans la barre ici. Alors, premier point, faites attention que le song 1 déclenche la région 1 et song 2 la région 2 qui est ici. Vous voyez ici que lorsque j'ai fait mon setup, mais j'ai créé mes pistes, mes éventuelles, enfin mes régions dans un certain ordre. C'est pas parce que je les réarrange dans la playlist que les numéros des régions changent. Si jamais vous voulez changer le numéro des régions, il vous est tout à fait possible de le faire en faisant Edit Région et changer le ID ici. Et vous avez également une option dans la Region Manager qui vous permet, en cliquant droit, de Renumber in Timeline Order, si jamais vous voulez avoir impérativement l'ordre dans les chansons, enfin les chansons dans l'ordre que vous les avez définies dans la playlist. Après, vous pouvez très bien savoir que la chanson 1, la première que vous avez mis dans votre timeline, ce sera toujours la chanson 1, etc. Peu importe l'ordre, finalement, c'est l'ordre dans lequel vous placez vos boutons ici qui importe. Et cerise sur le gâteau, il vous est tout à fait possible de renommer, donc de réordonner, bien entendu, ici, l'ordre des boutons. Donc pour ce faire, je clique droit dans ma boîte à outils. Je peux réordonner, et en plus, ici, si je clique droit, et je choisis Text Icon, je peux même nommer le bouton et lui donner une largeur double. Je peux renommer le bouton au nom de la chanson. Donc, par exemple, c'était ici Eileen, et ici, on va la baptiser Let's Dance. Voilà, je clique sur Save, et maintenant, j'ai mes boutons qui portent carrément le nom de mes chansons, et donc il m'est quasiment impossible de me tromper. 25 chansons, comme je l'ai dit. Si d'aventure vous auriez besoin de plus, il vous est tout à fait possible de créer plus de boutons. Comment faire? Vous allez dans le menu Extension, Cycle Action Editor. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui se nomment donc de song de 1 à 25. Vous sélectionnez par exemple la dernière. Vous sélectionnez à l'aide de Shift
toutes les actions, vous faites copier, clic droit, add action, que vous baptisez Song 26. Vous copiez votre ancienne action et il vous suffit de changer ici les numéros. À la place de 25, vous mettez 26. Vous cliquez ici sur Apply. Et maintenant, vous avez dans votre action list une nouvelle action qui s'appelle Song 26 que vous pouvez placer via Customize Toolbar. Ajouter Song 26. Et vous voilà maintenant avec un nouveau bouton qui se porte le numéro Song 26 dans votre boîte à outils. Ici, Song 26. Et qui me lancera donc la Song, la région qui porte le numéro 26. Dernier point qui peut être assez intéressant. Tout ce qui apparaît à l'écran dans Reaper peut être guidé en MIDI et notamment ces actions ici de déclenchement de chanson. Si d'aventure vous voudriez, à la place de cliquer sur un écran, utiliser quelconque contrôleur MIDI pour lancer vos éventuelles actions et ne même pas avoir besoin d'avoir le laptop réellement, physiquement à côté de vous, c'est toujours possible. Il vous faut deux choses. La première chose, c'est configurer dans les préférences, dans les MIDI devices, choisir votre contrôleur MIDI. Ici, par exemple, Samson Graphite 25. Je vais cliquer droit et je vais configurer l'input, non pas normal, mais pour les messages, les control messages. Voilà. Ensuite, dans l'action list, je vais retrouver l'action que je veux lancer. Par exemple, ici, la Song 25. Je la sélectionne, donc qui s'appelle maintenant Eline dans cette boîte à outils. Je clique sur Add et je lance n'importe quel bouton MIDI. Je clique sur OK et à partir de maintenant, lorsque je clique sur mon bouton MIDI, il me lance ma séquence. Vous pouvez donc avoir le laptop à bonne distance du batteur si vous utilisez un contrôleur MIDI. N'importe quel contrôleur MIDI fera l'affaire, un pédalier guitare, un pédalier MIDI, un clavier MIDI. Bref, il n'y a absolument aucune limite aux possibilités à ce niveau. Dernier point également concernant le MIDI, il vous est possible de router éventuellement du contenu MIDI vers le monde extérieur. Il vous suffit simplement d'aller dans la fenêtre de routing de la piste via le bouton route. Et ici, bien sûr, moi je n'ai pas de hardware output configuré, mais si vous le configurez dans vos sorties hardware, dans la même page que ce que j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez envoyer le contenu MIDI vers une sortie MIDI quelconque hardware pour pouvoir être récupéré par un autre processeur quelconque. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la situation, j'espère avoir été clair. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à franchir le pas vers ce concert sur clic et séquence. Beaucoup réchignent à le faire, c'est un petit peu un côté encore, même si c'est de plus en plus fréquent, il y a encore un petit peu un côté mystique et certains batteurs ont peur d'utiliser le clic. Franchement, c'est qu'une question d'habitude et le fait d'utiliser des séquences ouvre pas mal, vraiment pas mal de possibilités. En studio, on se dit que si on ajoute quelques petites fioritures, il sera toujours possible de faire figurer ces fioritures en live, même si il n'y a pas assez de musiciens pour jouer les choses réellement. Dernier point, tout ce que je vous ai montré là, et notamment le key ducking et les séquences, comme j'aime à le dire à chaque fois, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit forcément. Il vous serait presque possible d'un point de vue matériel à lancer un playback complet et de faire semblant du playback. Si c'est votre délire, faites-le, mais ne vous laissez pas non plus dépasser par la technologie. Finalement, rien de tel qu'un concert où ce sont les musiciens qui jouent réellement sur scène. Alors oui, je sais, par la force des choses, on ne sait pas forcément toujours avoir un claviériste, on ne sait pas toujours forcément avoir un ensemble de cordes qui jouent avec nous sur scène. On est obligé de faire des choix, mais essayez toujours que la technologie ne dépasse pas l'humain, même si
dans certains projets artistiques, pourquoi pas, ça pourrait être envisagé. Donc voilà, vous avez les outils, faites-en bon usage et surtout, amusez-vous bien. À la prochaine, ciao.